Bonjour et bienvenue au téléséminaire international des IREM du mois de juin 2022. Soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, nous allons écouter Mohamed Abdoali, qui est inspecteur de mathématiques à Djibouti, donc dans la République de Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, qui va nous parler de l'utilisation des ordinateurs par les élèves dans certaines épreuves de mathématiques au baccalauréat général et au baccalauréat professionnel à Djibouti. Voilà. Donc, Mohamed, c'est à vous. Eh bien, c'est bon pour vous? Vous voyez l'écran, le partage? Alors, oui, c'est bien. Super, merci. Okay. Voilà, donc le titre de la présentation, il s'agit de l'introduction de l'ordinateur dans certaines épreuves du baccalauréat. Et comme vous voyez sur cette photo à gauche, on voit un candidat qui a un ordinateur devant lui. Et ici, c'est l'énoncé qu'il a devant lui. Et là, c'est la copie sur laquelle il donne ses réponses. Donc, nous, on corrige que la copie. L'ordinateur qu'il a devant lui est juste utilisé comme un outil, comme on utilise d'habitude la calculatrice, et il n'a pas de connexion Internet. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous situer Djibouti. Voilà, c'est dans la Corne de l'Afrique. On a l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée comme voisin. Et en face, on a le Yémen. Donc, la population, c'est une population d'à peine 1 million. Et le pays aussi est très petit, c'est 23 200 km². Et l'indépendance a été plus tardive que la plupart des pays africains. Et la réforme aussi au niveau de l'éducation nationale a été tardive aussi. Donc, à l'indépendance, on a gardé les programmes français, les manuels français et on a suivi la France. Et pour le baccalauréat, par exemple, le premier baccalauréat djiboutien date de 2016. Et pour le bac pro en 3 ans, c'est 2019. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, oui, très bien, merci. C'est Okay. juste Fabrice qui rentrait en faisant un petit peu de bruit. Ok. Donc, avant, je vais vous présenter l'état du lieu, d'où on est parti, les causes pour lesquelles on a opté pour l'introduction de l'ordinateur et ensuite quelles sont les étapes qu'on a dû réaliser et après comment se déroule cette introduction, comment ça se passe. Et à la fin, je vais vous présenter aussi l'impact que cela a sur les élèves et sur les enseignants. Et bien sûr, je vais donner aussi quelques perspectives. Alors, en 2010, je vais vous dire après pourquoi on a cette date de 2010 est un tournant. C'est à partir de 2010 qu'il a été décidé de créer un baccalauréat djiboutien et de créer des manuels djiboutiens et des programmes djiboutiens détachés du programme français. Donc, à cette époque-là, les exercices du baccalauréat en lien avec les TIS, dès qu'il s'agit des questions sur tableur ou bien d'algorithmique et tout ça, c'était très peu réussi par les élèves et aussi les enseignants les traitaient très peu en classe. Il y avait déjà un manque d'assurance des enseignants face aux TIS. Il y avait aussi pas assez d'ordinateurs dans les lycées. Et comme il y avait très peu d'ordinateurs, et les profs de maths aussi étaient les derniers servis, donc ils accédaient très peu aux salles informatiques. Et
le nombre de questions au bac relatives au TIS, comme elles n'étaient pas très nombreuses et que en termes de poids, le nombre de points sur 20 n'était pas important, donc certains professeurs le négligeaient. Et dans les programmes aussi, il n'y avait pas de séance de travaux pratiques prescriptives, obligatoires pour les enseignants. Et du côté de la calculatrice graphique aussi, très peu d'élèves disposaient de la calculatrice graphique. Donc, au niveau de cette calculatrice aussi, on était un peu dessus de sa capacité, surtout au niveau de la programmation, parce qu'au-delà d'un certain nombre d'itérations, ça devenait très lourd et des fois, ça ne marchait pas. Et pour les listes, par exemple, pour les statistiques, tout ça, la taille des listes était limitée. Et d'autant plus que si on voulait leur fournir une liste nous-mêmes, recopier toute la liste sur la calculatrice prenait beaucoup de temps et était sujet à erreur. Donc, au niveau calcul formel aussi, c'était très, très limité. La calculatrice est très limitée. Et aussi, on avait aussi un autre souci avec la calculatrice, c'est le prix. Les prix de la calculatrice graphique, par exemple, le modèle que vous avez ici devant vous, Casio, c'est 100 €. Et pour un ménage djiboutien, c'est assez cher. Donc, il y avait très peu d'élèves qui achetaient des calculatrices. Et même ceux qui les achetaient, ils achetaient vers la fin, à quelques mois du baccalauréat, et c'était peu efficace. Donc, comme les questions liées au autisme étaient très peu enseignées en classe, et du coup, ils étaient très peu réussis par les élèves au baccalauréat. Et on avait aussi constaté que dans certaines séries, les élèves s'intéressaient très peu aux mathématiques, surtout dans la série L. Et cette désaffection aussi, c'était en cours d'année. Il y avait beaucoup d'absences en cours des mathématiques. Et au baccalauréat pro aussi, pareil, dans les filières professionnelles, il y avait beaucoup d'absences d'élèves en cours des mathématiques et ça se ressentait au niveau de leurs notes au baccalauréat. Et là, dans ce dernier point, je voulais aborder aussi, c'est en France, en 2007, 2008, 2009, il y avait eu un projet de mettre un TP au baccalauréat en France, à l'instar de SVT et de physique-chimie. Mais en 2009, le projet s'est arrêté en France, a été abandonné. Et nous, à Djibouti, puisqu'à l'époque, on suivait la France, on avait un espoir aussi qu'à travers ces TP, nos professeurs aussi s'intéressent au logiciel des mathématiques et à un certain nombre de choses. Mais cet espoir a été mal vécu ici. Et dès que nous-mêmes, on a eu l'occasion de travailler sur notre baccalauréat, on a repris l'idée pour la continuer et la faire parvenir. Et même les questions relatives au baccalauréat, dans le baccalauréat, les questions relatives au TIS, même lorsqu'elles étaient présentes, elles étaient un peu surréalistes. Par exemple, quand on a une question de tableur, c'était à partir d'une capture d'écran. Et lorsqu'on demande à un candidat quelle est la formule à saisir pour avoir tel résultat, il devrait réussir à l'écrire la formule au premier coup, alors qu'il n'a pas la possibilité de saisir sur un ordinateur et il n'a pas un retour. Alors que d'habitude, dans la vie pratique, même lorsqu'on est très bien habitué et qu'on écrit une formule Excel sur un tableur, on ne réussit pas forcément au premier coup. On se reprend, on regarde ce qui se passe, on réécrit sa formule, on regarde à nouveau ce que ça donne comme résultat. Si on a oublié $1 au bon endroit, on le remet au bon endroit, etc. Alors que sur papier, c'était vraiment difficile pour le candidat et c'était pas aussi ce qui se passe dans la pratique.
Et au niveau des algorithmes aussi, au baccalauréat, on avait quelques questions d'algorithmes, mais comme l'élève devait le faire à la main ou bien avec la calculatrice, et comme tout le monde n'a pas de calculatrice, on pensait aussi aux élèves qui n'ont pas de calculatrice. Du coup, les boucles étaient limitées à quelques itérations. Et c'était aussi loin de la réalité, puisque dans la réalité, des boucles avec 2 ou 3 itérations, c'est très rare. Pareil pour les statistiques aussi, on était obligé de travailler sur des données réduites, alors que le programme conseille au niveau du lycée de travailler sur des listes importantes, de grande taille. Mais ces listes de grande taille, n'étaient pas présentes au baccalauréat. Côté simulation, pareil aussi, les élèves n'avaient pas les moyens de simuler, donc l'énoncé du baccalauréat fournissait une simulation déjà réalisée, on leur demandait d'analyser. Et ce n'était pas forcément compréhensible pour les élèves. Alors, donc ça, c'était l'état de lieu. Et comme je vous disais qu'en 2010, on a eu l'occasion à Djibouti, c'était une décision du ministère et voilà, du gouvernement de lancer une réforme au niveau du secondaire et de créer un programme djiboutien adapté à Djibouti, contextualisé. Et du coup, ça nous donnait l'occasion de travailler les programmes, de faire des nouveaux programmes du secondaire, de faire des manuels du secondaire et de mettre en place un baccalauréat djiboutien. Et je rappelle que jusqu'à là, les manuels nous arrivaient directement de la France et on utilisait les mêmes programmes, les mêmes manuels qu'en France. Et à cette occasion, on avait l'occasion de former les professeurs et d'équiper des lycées, surtout en matériel informatique. Donc voilà, à peu près à cette époque, on a pris la décision d'introduire, surtout dans l'inspection des mathématiques, des ordinateurs en série L. Et pour le bac S, pour les élèves scientifiques, c'est au niveau du TP. Et plus tard, en 2019, on a opté aussi pour l'introduction des ordinateurs en baccalauréat pro. Donc, l'utilisation de l'ordinateur, c'est juste comme un outil, à l'instar de la calculatrice. Mais il ne s'agit pas de rendre le travail à travers l'ordinateur, il n'y a pas de connexion Internet. Et voilà ce qui a été fixé en 2010. Mais pour cela, il fallait surmonter un certain nombre d'obstacles. Surtout, déjà, il y avait un certain nombre de résistances sur l'utilisation de la calculatrice. Déjà, la calculatrice était autorisée, mais il y avait déjà des débats. Même un certain nombre de professeurs étaient convaincus que la calculatrice faisait régresser les élèves au niveau du calcul à la main. Ils ne savaient plus faire des calculs algébriques, etc. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui poussaient pour l'interdiction totale de la calculatrice. Et de là à ramener l'ordinateur, ça a été quelque chose de nouveau pour eux. Et il fallait aussi ainsi montrer que tout ce qu'on pouvait faire avec l'ordinateur, il fallait convaincre les enseignants et surtout aussi convaincre les décideurs au niveau du ministère. Bien sûr, il fallait aussi les convaincre du fait que cette utilisation d'ordinateur n'entraînerait pas une baisse du niveau des élèves en mathématiques. Et la question récurrente, c'était oui, d'accord pour l'ordinateur, mais est-ce qu'on pourra avoir un PC par élève au baccalauréat? Et est-ce qu'on pourra aussi former tous les enseignants sur les différents logiciels et sur l'utilisation de l'ordinateur et tout ceci?
Donc, voici les obstacles qu'il fallait surmonter. Alors, bien sûr, on a réussi à surmonter tous ces obstacles, mais sur un long de 2010 jusqu'à 2016. Ça nous a pris 6 années pour mettre en place, pour surmonter les différentes difficultés. Alors déjà, concernant l'utilisation de l'ordinateur, nous avons opté pour l'utilisation d'outils gratuits. Les tableurs au niveau du calcul formel, des géométries dynamiques, de la programmation, etc. Chaque fois, systématiquement, nous avons opté pour des outils gratuits. Parce que c'est posé la question de l'achat des logiciels, de la pérennité du financement, et on ne voulait pas que le financement vienne bloquer le travail qu'on réalisait avec les élèves. Donc, par exemple, en géométrie dynamique, nous utilisons GeoGebra. Pour la programmation, on a commencé avec AlgoBox, puis avec XCAS, et maintenant, nous travaillons depuis 2019 avec Python. Et du coup, même lorsque nous utilisons des sites Internet et tout ça pour échanger avec les enseignants, même là aussi, nous avons opté pour des sites gratuits. Alors oui, je vous dis, pour les logiciels libres, mais aussi utilisables sans Internet, donc du gratuit hors ligne. Tous les logiciels que nous utilisons, c'est des logiciels qu'on peut utiliser sans Internet. Parce que là aussi, l'accès à Internet partout, dans tous les lycées, au niveau de toutes les classes, n'est pas garanti. Et déjà, on ne l'a pas, je vous dis, dans toutes les classes. Donc, dans chaque lycée, on a accès à Internet, mais au niveau de certaines salles, pas dans toutes les salles. Alors, ce que nous a encouragé aussi dans la formation des enseignants, c'est que, comme Djibouti est un petit pays, le nombre d'établissements est petit. Par exemple, pour les lycées, nous avons 22 lycées publics, 22 lycées généraux. Et pour le nombre de lycées techniques, nous avons 11. Ce qui fait qu'il y a un total de 130 professeurs à former. Ce qui est pratique au niveau de la formation. Des fois, il nous arrive même tous de les réunir dans la même salle, tous les professeurs, et de leur parler en une seule fois, et même d'organiser des sessions de formation de 4 heures, de 5 heures, en une seule fois ou bien en 2 vagues, ce qui fait que c'était un avantage. Le faible effectif du nombre d'enseignants a été quelque chose qu'on a exploité au niveau de l'inspection. Alors, dans la formation des enseignants aussi, parallèlement à la formation, il fallait le convaincre. Et là, je vous présente un exemple de TP fondateur. Je ne sais pas si vous arrivez à lire l'énoncé. C'est trop petit? Ouais, ça me va. Ça va. Donc Bon. ici, il s'agit de 2 fonctions et on demande s'il s'agit des fonctions de polynômes de second degré. Et aux enseignants, nous leur avons présenté ces 2 graphiques, surtout celui-là. Et on leur a dit, si un élève vous montre ce graphique sur la calculatrice et qu'il vous dit, d'après le graphique que j'ai obtenu, je déclare que la fonction G n'est pas une fonction du second degré, est-ce que vous acceptez cette réponse? Et là, on était en 2011. Et là, la plupart d'enseignants disaient non, on n'accepte pas cette réponse, même si l'allure qu'il a obtenue est loin d'être une parabole. Et on leur a demandé pourquoi. Ils étaient encore au travail à la main. Dès qu'ils ont une fonction qui est écrite sous cette forme, ils s'attendaient à ce que l'élève développe à la main et qu'il retrouve la forme ax carré plus bx plus c est classique. Pareil aussi pour cette fonction, on leur demandait alors ici, s'il vous donne une réponse partielle et qu'il vous dit, d'après l'allure, ça semble être une fonction de second degré,
est-ce que cette réponse partielle aussi, vous l'acceptez ou... Donc, il y a eu des débats à ce niveau. On leur a présenté aussi un calcul formel ici réalisé avec GeoGebra. Et là aussi, on a eu en 2011 des réactions négatives. Certains enseignants se disaient, ah oui, en plus aussi, ils doivent développer avec un logiciel et ils seront plus développés à la main, donc ils vont perdre la dextérité du calcul à la main. Et voilà, ils voyaient ça comme quelque chose qu'il fallait combattre. Nous leur avons présenté aussi ce troisième exemple, toujours sur le même énoncé. Là, il s'agit d'une résolution d'équation sur XCAS, le logiciel XCAS. Et là aussi, on voit que dans le deuxième cas, dans le cas de la fonction G, on obtient 3 solutions. Alors que d'après le cours, les élèves savent qu'une fonction polynôme de second degré ne peut avoir que 2 solutions. Voilà, donc le débat autour de l'apport des logiciels a créé des débats. Et on a commencé par là la formation des enseignants. Et petit à petit, nous les avons amenés à accepter l'intégration des logiciels et accepter le fait que l'élève peut, surtout lorsqu'il a à sa disposition un outil, que ce soit la calculatrice ou l'ordinateur, qu'il utilise les capacités offertes par cet outil et qu'il ne fallait pas s'en priver. Alors, en même temps aussi, il fallait faire des nouveaux manuels. Donc, on a introduit, on a rédigé de nouveaux manuels de mathématiques pour le lycée. Voici ici quelques exemples. Et comme en série L, nous avons opté pour l'introduction du baccalauréat au baccalauréat des ordinateurs. Au série L, nous avons introduit des manuels numériques. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Et on les a rédigés à l'aide de Opal, scénario Opal. Et du coup, chacun des manuels était accompagné de fichiers numériques que les élèves devaient travailler sur ordinateur. Alors, ces fichiers, dans un premier temps, nous les avons fournis sur CD, mais avec le temps, on a vu que la distribution des CD posait problème et qu'il y avait des problèmes, ça se raillait et qu'ils n'arrivaient plus à lire les fichiers sur les CD. On a opté à la fin pour les mettre en ligne. Donc, dès le début de l'année, les enseignants pouvaient fournir l'ensemble des fichiers aux élèves sur clé USB ou bien se débrouiller pour récupérer les fichiers. Et le moment le plus important a été lorsqu'il a fallu rédiger les règlements d'examen et inscrire l'utilisation des ordinateurs dans les règlements des examens. Et là, c'est la partie où les challenges, on a eu beaucoup de difficultés à ce niveau. Surtout là, il fallait parler aux décideurs au niveau du ministère, convaincre les personnes du ministère. Et ces réunions s'est passées en général au ministère. Et ça nous a pris beaucoup de temps, mais à la fin, on a réussi à faire accepter l'idée d'instaurer d'utiliser des ordinateurs au baccalauréat. Mais on a dû faire des concessions. Donc, on a fait, c'est là qu'on a décidé d'utiliser les ordinateurs dans les séries où il y a le moins d'élèves et dans les séries surtout où les élèves se désintéressent des mathématiques. C'est ainsi qu'on a opté pour la série L, la série littéraire, et pour les baccalauréats professionnels. Et au niveau de la série S au baccalauréat S, pour les TP, il y a eu moins de résistance parce que comme il y avait déjà des TP en SVT en physique, les TP de mathématiques n'ont pas rencontré de résistance.
mais c'est surtout pour les séries L et pour les baccalauréats professionnels. Mais cette étape, on a pu la réaliser en 2015, juste avant le premier baccalauréat qui s'est déroulé en 2016. Et on a eu aussi des coups de chance, c'est qu'à partir de 2017, Djibouti se dotait des smart class. Ici, vous voyez un écran un smart class, c'est un modèle chinois où on a un écran et les élèves ont des mini PC. Donc, il y a une interaction entre l'écran et les mini PC des élèves. Donc, il y a un système de gestion des terminaux des élèves et l'arrivée de ce type de classe a facilité l'accès des profs de maths aux salles informatiques. Et ces mini-PC aussi nous ont été d'un grand secours pour le baccalauréat. Alors aussi, l'évolution des calculatrices Casio à Djibouti, au niveau du marché, c'est beaucoup plus Casio qui est présent. Il y a quelques TI, mais c'est très rare. Et au départ, Casio n'avait pas intégré Python, mais depuis un certain temps, il a intégré Python. Et aussi, la coup de chance qu'on a eu sur le marché, actuellement, il n'y a que des versions avec Python. Il y a aussi l'arrivée de la Nimwar. Et pour Nimwar, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il était accessible sur smartphone. Et comme maintenant, la plupart des élèves ont des smartphones, ils utilisent pendant les séances de cours, pas en examen, mais en classe, le Nimwar sur leur smartphone. Et Python est aussi intégré dans Nimwar. Alors, aussi au niveau des opportunités, donc le ministère a instauré depuis 2014 de grands concours scolaires au niveau des lycées, des collèges et même du primaire. Et au niveau du collège, du lycée en mathématiques, pour les concours des mathématiques, nous avons profité aussi pour faire en sorte que ces concours se passent avec ordinateur. C'est-à-dire on a créé des concours où les élèves ont droit à l'ordinateur. Voilà quelques photos de l'ordinateur. Donc, on a introduit aussi un concours Python. Alors, je vous montre ici un exemple du concours de première S en 2017. C'était juste un test, on leur a donné ce polynôme et on cherchait la forme développée de ce polynôme. Et exprès, nous avons laissé quelques trous ici pour voir si les élèves arrivaient à retrouver ce qui manquait. Et je rappelle qu'ils avaient en plus un ordinateur devant eux avec tous les logiciels. Et comme la pratique n'était pas encore bien instaurée, voilà un exemple de copie. Les élèves ont mis de côté le logiciel, ils ont tout traité à la main. Pour trouver les différents coefficients, ils ont utilisé le triangle de Pascal. Ils ont tout développé à la main. Et là, on a une équipe qui a tout retrouvé. Mais comme ils ont tout fait à la main, ils ont sûrement perdu beaucoup de temps et ils n'ont pas traité les autres exercices. Voilà ce qu'on a réalisé. Donc, depuis 2016, les ordinateurs sont intégrés au bac L et au bac S aussi depuis 2016. Je rappelle que 2016, c'est l'année de la création du premier baccalauréat djiboutien. Et au niveau des bacs pro, c'est en 2019. Et là, c'est dans 12 baccalauréats. Mais pour que tout se déroule très bien, ça nous a pris 3 sessions. Donc ici, en L, c'est de 2016 à 2019. C'est depuis 2019 que les choses sont vraiment stabilisées. Et pour le bac pro, c'est depuis 2021. Alors, voici la page de garde du baccalauréat L.
Donc, c'est bien écrit, un ordinateur contenant l'ensemble des logiciels nécessaires à la disposition du candidat. Et un certain nombre de fichiers aussi sont déjà mis sur le bureau de l'ordinateur. Il n'y a pas d'appel aux professeurs. Les professeurs, les surveillants n'interviennent pas. Et d'ailleurs, ce n'est même pas des professeurs de mathématiques qui les surveillent. Et toutes les réponses sont données sur la copie papier. Voici quelques images. Voilà des élèves qui composent le baccalauréat. Donc, chaque élève dispose de l'énoncé, d'une copie d'examen pour donner les réponses et d'un ordinateur. Donc, voici quelques images en série L. Au baccalauréat de la série, oui, en baccalauréat pro, c'est la même chose. Il n'y a pas d'appel au professeur. Toutes les réponses sont données sur la copie et l'ordinateur est fourni au candidat. Ça, c'est important. Ils ne viennent pas avec leurs ordinateurs, mais c'est le centre d'examen qui leur fournit d'ordinateurs. Et du coup, il n'y a pas de risque qu'ils mettent des documents dans l'ordinateur en avance. Donc, la question de mode d'examen, tout ça ne se pose pas puisque l'ordinateur est fourni par le centre. Et bien sûr, il n'y a pas de connexion Internet. Là aussi, je vais vous montrer quelques exemples. Une photo d'élèves composant le baccalauréat pro. Voilà. Alors, en baccalauréat pro, comme on avait des difficultés à obtenir des ordinateurs, pour le moment, on a accepté aussi la présence de la calculatrice parallèlement à l'ordinateur. Ça, c'était dans un premier temps pour au cas où il y aurait pas assez d'ordinateurs ou surtout le temps de trouver une recharge au cas où l'ordinateur s'éteint. Voilà, au départ, on a laissé autoriser l'ordinateur et la calculatrice. Mais bientôt, on va interdire la calculatrice. Alors, dans la typologie des questions TIS, il y a eu une évolution. Donc, dans les premières années, on a mis des questions du type à l'aide de tel logiciel, saisissez telle formule ou bien faites telle action et ensuite donnez, interpréter le résultat affiché. Donc, d'abord, on donnait le logiciel à utiliser et aussi l'action à faire sur l'ordinateur. Petit à petit, on a enlevé l'action à faire. On s'est juste arrêté au logiciel. Et maintenant, depuis 2 ans, il n'y a plus d'indication sur le logiciel à utiliser. Donc, l'élève est totalement autonome. Donc, c'est à lui de choisir le logiciel qu'il veut et de faire l'action nécessaire. Alors, au baccalauréat S, au niveau des TP, de la seconde à la première et à la terminale, dans chacune des 3 années, ils ont 10 TP obligatoires à faire. Et l'année de terminale, les élèves ont 10 TP obligatoires et c'est les mêmes TP qui reviennent le jour de l'examen, mais avec des variantes. On change les données, on change le contexte et c'est un TP similaire au TP qu'ils ont vu en classe, mais pas avec les mêmes valeurs. Et pour la pratique, donc chaque enseignant évalue 4 élèves à la fois, mais 4 élèves qui font le même TP. Voici une copie, un énoncé d'élèves. Voilà l'énoncé, il y a l'appel au prof ici à différents moments. Et ça, c'est une fiche d'évaluation du professeur où il a les réponses et il doit mettre les notes de l'élève. Voilà quelques photos. On voit ici un enseignant qui note, qui supervise 4 élèves. C'est le jour de l'examen. Et ces 4 élèves sont notés par ce professeur. C'est un même professeur. Voici aussi une autre salle. On voit à chaque fois des groupes de 4.
Voilà, au niveau de TP aussi, pareil. Alors, comment nous construisons nos TP? En général, on regarde trois choses. Il faut que les TP permettent d'arriver à une conjecture ou une preuve à l'aide d'un outil TIS. Alors, si on est sur une conjecture, derrière, il faut qu'il y ait une démonstration rigoureuse à la portée des élèves, ça veut dire une démonstration à la main. Et bien sûr aussi, le TP doit être modifiable. Il ne s'agit pas de redonner le même TP à l'identique le jour de l'examen, mais il faut qu'on puisse modifier un certain nombre de paramètres. Alors, comme j'avais déjà annoncé, je vais faire un focus sur quelques TP. Voici par exemple en classe de seconde, un TP que nous donnons aux élèves de seconde. Bon, c'est un classique, il y a une figure avec un point mobile, ici E est un point mobile, et il s'agit de trouver l'aire minimale de ce triangle. Donc il y a de la construction sur GeoGebra, une conjecture et ensuite une démonstration algébrique. Pareil aussi au niveau de la simulation, là il s'agit de lancer 3D et de comparer si la probabilité d'obtenir la somme 10 est plus grande, pareille ou plus petite que la somme 12. Donc, s'ils essaient de faire un arbre et si l'arbre est trop long, c'est 3 fois au cube. Donc, le nombre de branches est trop important. Donc, ils doivent simuler sur un tableur ou bien à l'aide d'un programme. Et ici, il s'agit de les habituer à l'approche fréquentiste des probabilités. Alors là, en première, par exemple, là aussi, on a un TP sur les triplés pythagoriciens. Donc, on leur demande de trouver les triplés. Voilà ici, ce triplet pythagoricien. Ce sont tes données, on cherche B et C, mais on a juste, dans un premier temps, limité B entre 1 et 100. Et on leur demande de trouver toutes les valeurs, tous les triplés possibles. Et bien sûr, cet TP est modifiable. On peut mettre 60 à la fin. On peut mettre un lien entre B et C, etc. Et on peut même aussi augmenter la limite. Au lieu de s'arrêter à 100, on peut aller à 1000, 10 000, même 1 million. Là aussi, ce TP sur Ramanuja, donc c'est le nombre 1729 qui nous intéresse. Et cet TP, nous l'avons découvert le film, nous l'avons découvert en 2017 par hasard. J'ai découvert ce film dans un avion en route vers Qatar. Et nous avons réalisé un TP sur le nombre 1729. Bien sûr, l'histoire de ces films est intéressante et ça a beaucoup intéressé les élèves et les enseignants. Et surtout, il y a toute une histoire derrière et la place de la démonstration. Et il s'agissait dans ce film de ce nombre 1729 qui s'écrit comme la somme de deux cubes de deux manières différentes. Et comme on le dit ici, il n'y a pas eu de démonstration. Ça a été accepté. Et là, on lance le défi aux élèves de démontrer, de prouver que ce nombre est bel et bien le plus petit entier qui s'écrit comme la somme des deux cubes de deux manières différentes. Cette histoire aussi, nous l'avons découvert en 2019, au moment où elle a eu lieu. C'est l'histoire d'un jeune Nigérian qui vit en Angleterre, qui a trouvé un critère de divisibilité par 7. En fait, il a redécouvert. C'est une démonstration, c'est une preuve qui existait, un critère qui existait, mais c'est une redécouverte de la part d'un enfant de 12 ans. Et il y avait des vidéos, par exemple d'Yves Manka, qui est très bien suivi à Djibouti par les élèves. Et il s'agissait aussi de démontrer ce critère et surtout aussi de l'appliquer à d'autres nombres.
Et la démonstration aussi était à la portée de nos élèves, puisque nos élèves étudient la congruence, et c'était basé sur la congruence. Là aussi, c'est un exemple de TP que nous faisons en terminale avec les élèves sur la géométrie dans l'espace. Et depuis que GeoGebra aussi est passé à la géométrie dynamique dans l'espace, donc ce genre d'exercice est faisable avec les élèves. On a un point M ici qui est mobile entre O et B, et du coup, le volume de cette pyramide change, et on leur demande de trouver l'aire maximale de cette pyramide. Là, c'est un autre exemple de géométrie dans l'espace, où on a un plan avec un point A fixé et un point B de l'espace où il y a des coordonnées sont paramétrées, et on leur demande de trouver la position du point B pour que l'aire du triangle pour que le triangle soit isocèle. Donc, avec GeoGebra, ça a débloqué un certain nombre de représentations des élèves au niveau de l'espace, de la géométrie dans l'espace. Voilà. Je vais parler maintenant de l'impact qu'on a eu sur les enseignants. Donc, ce travail sur les ordinateurs et le fait que ce pilotage par les examens a forcé les enseignants à mieux maîtriser les logiciels des mathématiques, à utiliser régulièrement des ordinateurs dans leurs cours, à aussi faire les séances des TP obligatoires. Et ce qui est aussi une des conséquences indirectes, c'est que dans tous les lycées, actuellement, les professeurs de mathématiques sont devenus les référentistes. Et même la maintenance des ordinateurs est assurée par les enseignants des mathématiques. Et bien sûr, il y a eu la résistance face aux innovations TIS a baissé. Alors, au niveau des élèves, bien sûr, les élèves réussissent maintenant mieux les questions. Ah. Il semblerait que Mohamed ne soit plus en ligne. Oui, on a été coupé. De l'ordinateur. Ah. Mohamed, on a été coupé un petit peu, donc là, il faut peut-être reprendre quelques secondes. D'accord. Je reviens sur l'impact sur les enseignants. Voilà, c'est ça. D'accord. Au niveau de l'impact sur les enseignants, donc, comme on a introduit les ordinateurs dans le baccalauréat, il y a ce pilotage par les examens a conduit les enseignants à mieux connaître les fonctionnalités des logiciels, à les maîtriser, et bien sûr à les utiliser régulièrement dans les cours, et à faire aussi les séances des TP obligatoires. Et aussi un des impacts aussi, c'est que dans tous les lycées actuellement, les référents TIS, ce sont les professeurs de mathématiques, et c'est eux-mêmes qui entretiennent les ordinateurs, s'occupent de la maintenance des ordinateurs. Et bien sûr, les enseignants maintenant sont moins résistants par rapport aux innovations TIS, que ce soit les cours à distance, tout ce qu'on a dû faire aussi face au Covid, au moment des interruptions de cours, des cours à distance et tout ceci. Alors, au niveau des élèves, les élèves réussissent actuellement mieux les questions TIS que par rapport à il y a quelques années. Et ils utilisent aussi spontanément les ordinateurs ou la calculatrice. Avant, on avait des élèves qui avaient des calculatrices, mais qui ne prenaient pas la peine de vérifier sur la calculatrice ce qu'ils ont trouvé. Par exemple, un élève était capable de dire de calculer une dérivée, tout ça, faire son tableau de variation et arriver à une fonction qui est décroissante, mais il n'avait pas ce réflexe de vérifier la courbe sur la calculatrice, et il était capable de rendre comme ça sa copie sans vérifier sur la calculatrice est-ce que il obtient le même sens de variation.
Et un autre impact aussi qu'on a vu, et le nombre d'exercices non abordés par les élèves au baccalauréat a beaucoup baissé. Avant, on avait un taux d'exercices non abordés qui était important. Certaines questions ou certains exercices étaient pas du tout abordés par un nombre important d'élèves. Alors, au niveau des perspectives, bien sûr, maintenant, une fois qu'on a réalisé ça, on se demande, on veut passer à une autre étape. Techniquement, pour le moment, nous n'avons pas les moyens, mais c'est d'évaluer aussi les fichiers numériques des élèves. Ne pas se contenter seulement des réponses écrites sur le papier, mais d'évaluer aussi les fichiers numériques, de pouvoir les récupérer. Et bien sûr, s'il est possible dans un prochain temps, d'étendre cette pratique aux autres baccalauréats. Et au niveau aussi des enseignants, on est en discussion avec les ministères pour voir comment valoriser et faire reconnaître les compétences TIS acquises par les enseignants. Parce que tout cet effort que les enseignants font, ils veulent un retour, il faut qu'ils soient reconnus quelque part. Et bien, maintenant que depuis le Covid, on est passé à l'utilisation en ligne. Et là, on se demande comment profiter de ces logiciels en ligne au baccalauréat sans que il y ait d'impact au niveau de la triche ou bien des discussions entre des élèves et tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose de... Pour le moment, on n'a pas d'idée, mais peut-être dans un proche temps ou bien dans un futur proche, ce sera possible. Et l'accès aux applications payantes, actuellement, ce n'est pas pris en compte par le ministère, mais on va voir dans le futur comment on pourrait faire accéder nos enseignants à un certain nombre d'applications ou de logiciels qui sont payants. Et une autre perspective, c'est de voir aussi le niveau de nos élèves, de les faire participer aux évaluations internationales, régionales ou internationales, ou aussi aux concours, un certain nombre de concours aussi régionaux, internationaux. Pour le moment, nous n'avons participé à aucun concours international, du moins en mathématiques. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Mohamed. C'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, Benjamin Dawa qui demande: je n'ai pas bien compris les arguments mathématiques ou didactiques des résistants aux outils TICE. Voudriez-vous donner un peu plus de détails et surtout comment vous aviez interprété leurs préoccupations en vue des solutions qui ont été proposées? Ok. J'ai pas... C'est dans le chat sinon. Hein. Donc, oui, non, j'essaie de retrouver la vidéo. D'accord. J'arrive pas à voir l'écran. D'accord, donc là, il faut cesser le partage d'écran en fait pour pouvoir... Ok. Si vous voulez montrer quelque chose d'autre. Justement, je vais juste voir les intervenants. Voilà, c'est bon. Très bien, ok. Oui, si j'ai bien compris, au départ, la résistance, c'était il faut tout faire à la main. Il ne faut pas céder du moindre outil. S'il faut développer, s'il faut faire tourner un algorithme à la main sur plusieurs itérations, et il y avait les partisans, beaucoup de professeurs qui étaient partisans de tout faire à la main. Et c'est la seule manière pour eux de s'assurer que l'élève sait faire des mathématiques. Et que dès qu'il y a l'aide d'un outil, ils voyaient ça comme un baisse de niveau. Mais là, on les a rassurés, on leur a montré qu'avec les TIS, on changeait de posture. Ça veut dire qu'on arrivait à faire des questions beaucoup plus difficiles ou bien d'un niveau supérieur, même si les élèves n'ont pas acquis les notions mathématiques nécessaires,
mais qui, à l'aide des TIS, ils pouvaient déjà résoudre un certain nombre d'exercices. Et il a fallu les convaincre sur le fait de déléguer un travail à l'outil TIS, mais que l'élève s'intéresse beaucoup plus à l'interprétation. Et on leur a pris l'exemple, par exemple, du calcul par exemple, en statistique, lorsqu'on calcule l'écart type à la main, avec des listes, avec des tableaux à l'ancienne, c'est fatigant. Mais l'objectif, c'est d'interpréter l'écart type, de savoir le sens, et non de faire du calcul avec des tableaux à n'en pas finir. Ouais, moi, je suis vraiment extrêmement conquis par le point que vous avez noté, que beaucoup plus d'élèves ont commencé ont commencé à aborder presque tous les exercices. Ça, je trouve, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant comme effet. Et, il y a Fabrice Van de Broek qui pose une question technique. Fabrice, tu veux prendre le micro? Non, mais comme tu lisais les questions, c'était très D'accord. bien. Bon, alors, je n'ai pas compris s'il y a eu du personnel de maintenance supplémentaire des ordinateurs ou si les enseignants devaient assumer eux-mêmes ce travail. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils étaient qualifiés pour la maintenance des ordinateurs et la mise à jour des logiciels, etc. Il n'y a pas eu de personnel qui a été affecté dans le lycée. On se retrouvait tout seul face à tous ces ordinateurs qui tombaient en panne et qu'il fallait, surtout à l'approche des examens, il fallait tout formater et surtout les problèmes de virus et remettre à neuf l'ordinateur. Et les enseignants des mathématiques ont pris ça à bras le corps et se sont mis tout seuls. Et actuellement, certains sont même en passe de devenir des experts en maintenance. Ok, mais ça, c'est l'inspecteur qui parle, hein. Est-ce que les enseignants, ils étaient OK de fabriquer des sujets qui étaient plus difficiles, parce qu'il faut quand même, il faut quand même didactiquement que ce soit plus difficile, mettre en place tout ça techniquement, et puis faire la maintenance gratos des ordinateurs. Est-ce que c'était quoi la réponse des enseignants? Et comment est-ce que vous les avez formés à tout ça aussi? Puis, déjà, euh, les enseignants, au départ, ils accédaient, comme je vous dis, ils accédaient très peu aux salles informatiques. Et ensuite, quand ils ont dû utiliser les ordinateurs, et dès qu'il y avait des pannes, il n'y avait pas assez de personnel de maintenance, et des fois même pas du tout de personnel de maintenance. Donc, mais ils voulaient, les professeurs de chaque lycée voulaient préparer leurs élèves au baccalauréat. Donc, il y avait un challenge entre les différents lycées. Donc, chaque lycée voulait que ses élèves aient accès à l'ordinateur et qu'ils dépassent le blocage. Donc, ils se sont mis eux-mêmes, hein, spontanément. Et d'ailleurs, tout ce qu'eux, ils savent faire, moi, je ne sais pas le faire. Une certaine maintenance qui est faite par les enseignants, moi, personnellement, je ne sais pas le faire. Donc là, je suis dépassé. Ok, merci. En ce qui concerne les logiciels libres et puis la maintenance vraiment très très facile, j'ai parlé tout à l'heure quand on commençait de CapSOS, qui est vraiment vraiment très très intéressant, je trouve. Qui est une distribution Linux qui permet vraiment de maintenir et d'installer très facilement des logiciels. Ça, c'était un point. Et donc, il y a Marie-Pierre pour rebondir sur la question d'un argument en faveur des TICE. Est-ce que l'argument, quand on regarde ce qu'ont fait les élèves, vous dites que les élèves ont abordé beaucoup plus les questions. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les TICE comment? Pour conjecturer, pour valider? Est-ce que c'est ça l'argument fort pour l'introduction des TICE lors d'un examen? J'ai présenté dans mon PowerPoint, au départ, les questions étaient balisées. Ça veut dire qu'on leur demandait pour telle question valider
telle question, dans telle question conjecturer, dans telle question faire ceci, mais à la fin, petit à petit, et parce qu'il fallait en même temps former à ce processus et les enseignants et les élèves. Et les manuels que nous avons faits au départ aussi, c'était un manuel qui s'adressait à la fois aux élèves et aux enseignants. Et les premiers sujets aussi, c'était à peu près ça. Mais maintenant, on donne plus, on ne balise plus le sujet en termes d'utilisation de TIS. C'est à eux d'utiliser directement l'outil de leur choix et aussi de quelle manière ils vont utiliser l'outil. Des fois, ils s'arrêtent à une conjecture. S'il ne peut pas aller plus loin, il dit ça me semble ceci, moi j'arrive jusqu'à là. Mais s'il peut démontrer, et surtout dans les questions de QCM, dans les questions de QCM, là, ils ont des fois, ils peuvent prouver à l'aide de l'outil, voilà, être d'accord, ou infirmer une proposition. C'est pratique dans le QCM. Ouais, ils peuvent prouver que quelque chose est faux à l'aide d'un exemple. Oui. Oui. Tout à fait. Alors, merci, il y a Salimata Soumba Diarra qui demande à partir de quel niveau les ordinateurs sont-ils introduits en classe de mathématiques? Alors, la réforme a eu lieu en 2013. C'est en 2013 qu'on l'avait introduit au niveau de la seconde. Seconde, première, terminale, ainsi de suite, en 2013, 14, 15. Mais maintenant, on a une réforme aussi au niveau du collège. Et actuellement, on a profité de cette expérience. Et au collège, c'est depuis la 6e. Très bien. Est-ce Et qu'il y a d'autres questions? Donc, Luc Thienot, Anne Faré, vous avez ouvert votre micro. Vous pouvez prendre la parole. Oui, non, moi, j'ai pas de questions. J'ai noté des énoncés de problèmes très intéressants à faire rechercher, effectivement, avec un ordinateur, comme le problème du plus petit nombre qui peut s'écrire sous la forme de 2 cubes, que je ne connaissais pas. Merci, Anne Faré. Pardon, qui peut s'écrire sous 2 formes différentes de la somme de la somme de 2 cubes, oui. Oui, excusez-moi. Pas de problème. Bonjour tout le monde. Moi, je n'ai pas de questions. Je voulais juste profiter de la présentation de mon tuteur. Moi, je suis un inspecteur stagiaire de Djibouti en France pour une formation statutaire. Et donc, je profitais de l'occasion pour écouter mon tuteur, Mohamed. Mais vous pouvez quand même nous partager comment vous l'avez vécu en tant qu'utilisateur finalement de cette réforme. Nous sommes de 2 disciplines un peu différentes. Moi, je suis de français où l'utilisation de TIS, pour l'instant, reste embryonnaire. Et donc, voilà. D'accord. OK. Merci. Bernadette, tu as ouvert ton micro? Ben, écoute, je crois, mais comme je ne... Tu m'entends? Non. Tout à fait. Si. Tu m'entends? Oui. Oui. Non, comme je suis arrivée tardivement, pour l'instant, je ne peux que écouter, me poser des questions d'ailleurs qui pourront s'enrichir, en particulier en pensant à une proposition qui est à faire au mois de décembre. Voilà. Dont, non, je t'ai peut-être pas tenu au courant, mais je le proposerai. Justement, sur un certain nombre de questions qui vont toucher la pratique en particulier. Mais je ne connais pas le cas particulier, bien sûr, qui vient d'être présenté et qui peut tout à fait être source d'enrichissement d'après ce qu'on pressent de l'acteur. Mais est-ce qu'il y aurait de grosses questions, enfin des questions importantes ou des questions, je ne sais pas, qui viendraient encore justement maintenant des participants quant à cette pratique naissante
à encourager de quelle manière, à enrichir. Bon, il me semble que là, nous avons un certain nombre de questions qui peuvent naître au fur et à mesure de la pratique et que notre acteur principal d'aujourd'hui va certainement, je pense, enrichir peu à peu. Mohamed, Oui, oui. qu'est-ce que vous pourriez ajouter ou interroger, ou nous interroger? Justement, nous, on a, euh, comme nous sommes à l'initiative de euh, de cette pratique, on a du mal à avoir une rétroaction parce que c'est nous-mêmes qui devons voir l'impact de. On n'a pas eu un regard extérieur. D'accord. Et d'ailleurs, même dans la réforme que nous avons réalisée, il y avait un projet de faire une expertise extérieure de notre réforme, de notre baccalauréat et tout ça. Ouais. On l'a attendu plusieurs années, on ne l'a pas eu. C'est toujours dans les projets. Mais voilà, aussi, un regard extérieur nous intéresse. Oui. Nous, on a aussi les copies d'examen, nos copies de baccalauréat et tout ceci, et on a les résultats. Par exemple, au bac L, la première année qu'on a mis les ordinateurs aux mains des élèves, l'examen a été catastrophique. On a eu une moyenne de 1,5 aux mathématiques. Bon. Et après, sur plusieurs années, là, maintenant, on a des moyennes qui tournent autour de 11. Je voudrais ajouter quelque chose qui est que je faisais allusion tout à l'heure à un projet disons, de discussion à proposer au colloque EMF de décembre, mais je pense que vous auriez certainement un certain nombre de questions qui pourraient peut-être que les échanges qui auront lieu à ce moment-là pourraient vous enrichir, mais à condition, par exemple, l'idée qui m'est venue en vous écoutant, c'était que vous preniez contact avec le Congo-Brazzaville, où il y a quand même un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites, et le problème, c'est toujours une question de temps et de liaison. Donc, il faut être fortement décidé au départ pour le faire aboutir. Je pense, Bernadette, que tu fais allusion, mais je pense que Benjamin Dawa peut en parler plus amplement, autour que tu fais référence aux expérimentations autour de WIMS-EDU, c'est ça, de WIMS, de l'utilisation de l'exerciceur WIMS. Mohamed, est-ce que vous connaissez cet exerciceur? Il y a une question à ce propos. C'est un exerciceur où donc les exercices sont donnés de manière interactive et aléatoire. Donc, on peut répéter autant de fois qu'on veut l'exercice. Ces variables changent d'une fois à l'autre. Et donc, il en existe des versions hors ligne, juste dans des réseaux privés, par exemple. Oui, on l'a aperçu, mais on ne l'a pas utilisé. Et nous, la difficulté, c'était d'utiliser tout ce qui s'est fait en ligne, et surtout lorsque ce n'est pas totalement gratuit. Et on a un gros problème de financement. Donc, par exemple, et c'est pour ça qu'on a opté pour le libre à 100%, hein, et Oui, surtout oui, utilisable hors ligne. Et on a aussi un problème au niveau de la connexion Internet. Mais actuellement, on commence à se mettre à des applications en ligne, mais pour le moment, à un niveau pour juste de l'évaluation formative pour les élèves. Très bien. Il y a une question de Kasdali Sihem. Comment sont comptabilisées ces épreuves par rapport aux autres épreuves du bac? En fait, ce sont des épreuves du bac, ce ne sont pas d'autres épreuves du bac, c'est ça? Non, non, c'est l'épreuve du Voilà. baccalauréat. Si le coefficient de mathématiques dans telle épreuve c'est 4, c'est entièrement 4, etc., c'est la même épreuve.
sauf qu'il y a un changement matériel qui s'est opéré. Avant, les élèves avaient droit à une calculatrice et maintenant, ils ont un ordinateur. Voilà, donc, Par contre, et je voulais ajouter chez nous, le second tour du baccalauréat ne se fait plus à l'oral. Depuis 2016, il s'est fait, même depuis 2015, il ne se fait plus à l'oral parce que comme c'est un petit pays, tout le monde se connaît, l'oral n'était pas si devenu subjectif. Donc, on a changé par une épreuve écrite, une nouvelle épreuve écrite. Et en mathématiques, nous, on a pris comme variable d'ajustement que dans le second tour, on a des épreuves plus courtes, mais sans calculatrice, sans aucun outil. D'accord. Donc, Kasdali continue. Y a-t-il eu des recherches sur l'impact des activités sur la qualité même de l'apprentissage? Ok, donc je pense que vu que vous avez les copies, vous pouvez savoir quel type de nouveaux raisonnements sont apparus ou sont favorisés par ces outils, mais donc sur la qualité même de l'apprentissage, puisqu'on l'a bien vu, ça demande quand même une opérationnalisation un peu au long cours des élèves eux-mêmes. Et donc, est-ce qu'ils apprennent mieux? Est-ce que juste, bon, ok, ça a un impact sur la note à la fin du bac, mais est-ce que finalement, ils ont mieux appris certains concepts mathématiques? Je pense que oui, parce qu'on a des séries où il n'y a pas d'ordinateur. Par exemple, la série économique, sciences économiques, on a une série aussi sciences de gestion, tous les élèves qui font marketing et tout ça. Dans ces séries-là, on n'utilise pas les ordinateurs. Et il y a une nette différence entre les séries où on utilise l'ordinateur et les autres. Et au niveau du raisonnement des élèves, on a vu aussi une bonne évolution. C'est qu'ils ont une nouvelle posture par rapport aux exercices. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avant, dès qu'ils arrivaient, ils ne voyaient pas la réponse du premier coup, ils abandonnaient l'exercice. Là, ils n'abandonnent plus. Ils savent qu'ils ont changé de posture, ils tâtonnent, ils essayent. Et des fois, ils nous étonnent même au niveau de la réponse. Parce qu'il y a des solutions auxquelles nous, on s'attend et ils nous donnent d'autres solutions. Et d'ailleurs, même dans le concours que je vais vous présenter avec ordinateur, là, je n'ai pas l'exemple, mais on a proposé des exercices à faire, qui sont un peu difficiles à faire où ils peuvent utiliser l'ordinateur, mais ils nous ont proposé des solutions auxquelles nous, on ne s'attendait pas. Merci, ça c'est super. Un petit exemple d'une solution auquel vous ne vous attendiez pas? C'est, par exemple, nous, on s'attendait à ce que, par exemple, un exercice qu'ils vont traiter sur un tableur, mais ils nous ont rédigé un programme Python qui arrive à trouver la solution. Alors que nous-mêmes, on n'avait pas pensé on ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent jusqu'à là. Très bien. Parce que d'habitude, c'est lorsqu'on dit rédiger un programme qu'ils écrivent un programme. Mais là, spontanément, voilà. Très bien. Marie-Pierre? Oui, j'avais une question plus générale. Au départ, donc, cette réforme, vous l'avez conduite, mais avec qui et comment? En fait, c'est votre initiative, c'est l'initiative des inspecteurs. Comment, en fait, cela s'est-il produit? Comment avez-vous été accompagné? Enfin, c'est vraiment passionnant de savoir que vous avez pu réussir à faire bouger les lignes, mais comment? Oui, peut-être que je n'ai pas évoqué dans la diapo. On a été accompagné dans la réforme par l'inspection générale française. Et moi-même, j'ai fait ma formation initiale en France en 2010. Et j'étais à l'Académie de Grenoble. Et des inspecteurs généraux tels que Xavier Roser et Eric Roser et Xavier Sorbe. D'ailleurs, c'est lui-même qui a participé à la rédaction des programmes au début chez nous. Et ensuite, ça a été continué avec Eric Roser. Et jusqu'au baccalauréat, aux définitions des épreuves. Et dans la rédaction des manuels aussi, on a été accompagné
par des inspecteurs français et on avait été accompagné par Yves Olivier de Orléans-Tours. Bien, je vous remercie parce que c'est vraiment une expérience passionnante et dont on devrait pouvoir tirer une même expérience. En fait. Merci. Merci beaucoup. Oui. Il y a Benjamin Dawa qui peut prendre la parole, puisqu'il a des choses intéressantes à partager, mais qui aimerait savoir à quel moment d'apprentissage interviennent les ordinateurs. Ok, c'est en secondes, d'accord, mais en fait, comment est-ce qu'ils sont utilisés? À quel moment de l'apprentissage? D'accord. Là, ils sont utilisés à peu près à tous les moments d'apprentissage. Donc, comme je vous dis, on dispose désormais de salles Smart Class avec un système de gestion entre les tableaux interactifs du professeur et l'apprentissage. Donc, ils utilisent le cours dans la construction du cours lui-même, au moment des exercices. Même dans les devoirs, à certains devoirs, à tous les devoirs, ils ne se font pas sur ordinateur parce que déjà, toutes les séances de cours de mathématiques ne se passent pas en présence d'ordinateur. Déjà, on n'a pas ce luxe encore. Et ça se passe dans les examens blancs et voilà. Mais on sollicite à ce que, et pour accompagner ces processus aussi au niveau de l'inspection, on a appuyé par un certain nombre de choses, par exemple la certification des enseignants, la titularisation des enseignants, c'est obligatoirement dans une science avec ordinateur. Donc, le professeur doit démontrer comment il utilise l'ordinateur avec les élèves dans sa séance. Et on a mis ce facteur aussi dessus. Et on a un certain nombre de pressions comme ça. Les visites pédagogiques se font en sciences, en smart class. Et donc, et on a aussi intégré dans les manuels un certain nombre d'exercices où l'énoncé est sur un fichier. Donc, l'énoncé n'est pas présent dans le manuel. Donc, il doit aller chercher le fichier, le mettre sur le PC des élèves et travailler dessus. Et aussi, on a mis un certain nombre de TP obligatoires par année. Donc, il doit traiter tous ces TP dans l'année. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que nous arrêtons? Moi, je vais peut-être prendre la parole, Vas-y, Carole. Christian, pour resignaler, je l'ai mis dans le chat, c'est que si certains ont été invités à participer à la conférence sans avoir le lien, ils peuvent m'écrire pour que je mette sur la liste de diffusion si besoin. Alors, a priori, il y a eu des personnes qui m'ont écrit, mais voilà. Donc, je tiens à le dire pour que vous receviez toutes les nouvelles au niveau de la liste de diffusion. Donc, voilà. Merci. Salimata qui levait la main. Oui. Vous voyez Salimata lever la main. Oui, allô, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mohamed, pour cette présentation très intéressante. Alors, moi, j'aimerais juste revenir sur les grands concours scolaires. Est-ce qu'ils sont organisés ou est-ce que toutes les disciplines sont concernées ou c'est uniquement pour les mathématiques? Et comment ça se fait, comment se fait la participation? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a une sélection particulière pour participer à ces grands concours? Et aussi, est-ce que les élèves sont suffisamment équipés d'ordinateurs? Est-ce qu'ils en ont à la maison pour une éventuelle continuité de ce dispositif qui a été mis en place en classe pour pouvoir s'exercer à la maison également? Voilà, merci. Les grands concours sont à l'initiative du ministère, concernent toutes les disciplines, en tout cas la plupart des disciplines, et ça va du primaire jusqu'au lycée. Et les élèves, ce n'est pas sur une base de volontariat, peut-être ils sont préparés par leurs établissements.
En fait, c'est un concours entre établissements. Il y a des phases de quart de finale, de demi-finale, et il y a une phase de finale qui se déroule au niveau de la capitale. Et il y a un moment de remise de prix, une cérémonie qui se déroule où les élèves reçoivent des prix, sont mis en avant, et il y a un challenge entre les établissements. Donc, ils sont préparés dans les établissements par leurs enseignants. Et voilà, ça se déroule chaque année. Par contre, pour les mathématiques, ils sont préparés dans les établissements. Tous les élèves n'ont pas d'ordinateur chez eux. Certains l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. Donc, mais la préparation, surtout, c'est au niveau de l'établissement. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une question. Alors, les ordinateurs changent d'un élève à un autre et donc ils sont jamais ils sont pas personnels, quoi, finalement. Oui, ils ne sont pas personnels. D'accord. OK. Donc, 251, 640, vous voulez parler? Alors, Quelle est la signification du 25, 16, 40? je pense que c'est aléatoire. Bon. Il y a Abdou Saïd, mon collègue de mathématiques, qui demande la main. C'est un inspecteur des mathématiques de Djibouti. C'est un Allez-y, collègue. Abdou Saïd. Vous demandez de... Bonsoir tout le monde. Alors, Très bien. Nous vous entendons, Abdo. Bonsoir tout le monde. Vous me recevez? Vous m'entendez? Oui. D'accord, merci. on vous entend. J'ai un problème au niveau de la connexion. Effectivement, on est à Djibouti et j'ai vu tout à l'heure dans les questions qui ont été posées, c'est à quel moment les élèves utilisent les ordinateurs. Est-ce que c'est uniquement au niveau des... Apparemment, il y a un problème de connexion, mon collègue. Tout à fait. Peut-être par le chat, ce sera plus facile. Ah, ben voilà le 25, 16, 40. Non. Allô? Oui, c'est bon. Allez-y, je vous ai coupé Comme je la disais, caméra. est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Moi, j'ai coupé parce que ça faisait lourd. Donc, je disais que grâce au TIS, déjà au lycée, ça a commencé bien avant. Depuis 2018, ça a démarré l'introduction des TIS sur toutes les disciplines. Et quelle que soit la... C'est-à-dire que les TICE deviennent un outil d'apprentissage. Nous avons également mis l'accent sur les logiciels libres, en géométrie dynamique par exemple avec GeoGebra et d'autres logiciels développés sur la programmation et l'algorithmique. Mais c'est surtout ce que nous avions vu, c'est qu'au niveau des apprentissages, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Christian, c'est que ça donnait un autre goût, un avant-goût aux mathématiques. Au niveau de l'approche pédagogique, c'est différent. L'élève n'est plus sur un seul exemple pour émettre une conjecture, mais il a une panoplie, puisque la figure elle est dynamique, il peut avoir plusieurs configurations de sa construction, plus critique par rapport à la limite de l'enseignement quotidien, c'est-à-dire une seule figure, une seule conjecture, mais il n'a pas une variété au niveau des formulations. Ça, c'était bien.
Je me rappelle, il y a 2 ans, les élèves avaient du mal à construire des figures en sixième, en mathématiques, par exemple. Ils ne savaient pas, ils ont du mal. Là, maintenant, c'est mieux, je ne dirais pas c'est excellent, mais c'est nettement mieux. Ça devient un réflexe pour aborder la géométrie à travers les logiciels de géométrie dynamique. Avec Tableur aussi, Tableur est introduit en sixième. Et comme l'avait dit Mohamed tout à l'heure, on est accompagné dans la rédaction du manuel avec M. Yves Olivier. Et donc, l'impact des TIS, c'est incontournable. Là, maintenant, il faudrait trouver comment améliorer, comment accompagner, comment toucher tous les élèves, ceux qui sont surtout dans les régions un peu reculées, pour pouvoir bénéficier de ça. Plus là, avec la programmation, Scratch, par exemple, au collège, ça donnait ce paradigme de conception, de compréhension des mathématiques a changé. Merci. Merci Abdo. Donc, effectivement, une vision beaucoup plus expérimentale mathématique. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir finalement. Bon, bah, je crois qu'on va clôturer ici. Merci encore une fois, Mohamed, pour cette très intéressante exposé. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de juin et un bon mois de juillet et de bonnes vacances, puisque c'est la dernière session du téléséminaire international des IREM pour l'année 2022, cette année, enfin pour l'année scolaire 2021-2022. Marie-Pierre, tu veux prendre la parole? Oui, juste un petit mot. En fait, je vous rappelle que samedi prochain, le 11 juin, se réunit la Commission internationale inter-IREM et que nous y parlerons notamment en fait de l'action des professeurs de mathématiques, que ce soit en association ou en collaboration. Donc, nous vous invitons tous à participer et à réagir. Salimata nous parlera un peu de l'association de mathématiques au Mali, dont elle est membre et qui a un impact vraiment assez fort. Et notre idée serait effectivement que tout le monde puisse un peu parler de ce qu'il fait dans son pays et des associations possibles entre collègues. Voilà. Donc, une invitation pour le samedi 11 juin. On vous a envoyé l'invitation, on vous l'enverra si ça vous intéresse. Et je voudrais ajouter que c'est l'occasion aussi de donner des nouvelles internationales le jour de cette commission. Voilà. La liste de diffusion est la même que pour le téléséminaire. Et là, j'ai rajouté, voilà, c'est bien, Christian, tu viens de mettre le lien. Mais de toute façon, j'ai rajouté quelques collègues là sur la liste de diffusion. Très bien. Alors, est-ce que, donc, bon, on en reparlera alors, Carole, pour les identifier. Voilà. OK. Merci. Merci à tous et à toutes. C'est vrai que c'était important comme message. Donc, je vais clôturer l'enregistrement.